Et le 31, nous partons pour une destination inconnue. On vous met dans les wagons? On nous met dans des wagons plombés et nous partons pour Auschwitz, puisque nous sommes arrivés à Auschwitz. Quand il y a eu toute cette rafle et le temps que vous avez passé les 10 jours à Drancy, est-ce qu'on savait où on allait? Absolument pas. Personne ne savait rien? Personne ne savait rien. On ne savait rien. Et entre personnes prisonnières, etc., personne ne pouvait savoir, ne parlait pas ou ne savait pas du tout? On ne savait absolument rien. On était loin de soupçonner que... Nous savions que nous n'avions déjà plus de nouvelles de nos familles. Nos familles étaient parties pour une destination inconnue et nous n'avions plus aucune nouvelle. Nous ne savions pas ce qu'elles étaient devenues, bien entendu. Mes cousins, cousines étaient partis un petit peu après. J'ai le numéro de leur convoi, je l'ai noté. Mes parents ont été déportés en 1942. Mes cousins et cousines également, par un convoi un petit peu après. J'ai noté les numéros des convois si vous me demandez les questions. J'ai noté tout ça. C'est pour vous. Oui, alors, pendant ces 10 jours, qu'est-ce que vous faites dans ce camp de Drancy? Rien. Rien. Nous sommes ensemble, nous parlons, nous vivons dans la promiscuité, comme on dit. Mais nous ne savons pas le sort qui nous est réservé. Nous avons des dortoirs. Je ne me rappelle plus trop comment ils étaient faits, ces dortoirs d'ailleurs. Mais nous vivons, nous avons à manger, on nous donne une ration pour manger. Nous ne sommes pas maltraités. Mais enfin, nous sommes là sans... Et vous étiez gardé par qui, là? C'était la police française. Oui. Donc au centre Lamarque et ensuite à Drancy, est-ce que vous aviez eu encore des rapports, des nouvelles avec votre famille? Bien entendu, nous n'avions pas perdu contact. Oui. Bien entendu, nous n'avions pas perdu contact avec eux, nous leur écrivions régulièrement. Ils s'inquiétaient de nous, de savoir si nous étions bien. Ils nous envoyaient même des colis. Il ne se passait pas de semaine que nous n'ayons de leurs nouvelles. Et alors, il y a eu un problème avec M. Gaborio, me disiez-vous? Malheureusement, oui. Racontez-nous. La fatalité a voulu que nous soyons déportés, alors que nous aurions très bien pu, Hélène Armand et moi, être sauvés. M. Gaborio avait projeté de venir nous enlever dans ces centres de l'UGIF. Et il avait projeté de venir nous enlever, de nous ramener dans le département de la Vienne et de nous placer chez des paysans parce qu'ils n'étaient pas tranquilles sur notre sort. Ils n'étaient pas tranquilles pour nous. Et il nous avait donc écrit de nous préparer à ce qu'ils viennent et ils nous ramèneraient parce que nous étions relativement libres. Nous sortions régulièrement, bien sûr avec l'étoile jaune, mais nous vivions en liberté dans Paris. Je me souviens même que je connaissais à l'époque le métro comme ma poche parce que, étant dans les plus âgés de ces centres, on me faisait faire beaucoup de commissions, beaucoup de courses pour l'intendance. Et donc il devait nous chercher et un jour nous recevons une lettre de Madame Gaborio nous annonçant le décès de son mari. Il avait été mitraillé sur les routes par un avion dont on n'a jamais su l'identité, entre Poitiers et Loudun. Et il est décédé, donc malheureusement, elle est tombée veuve. Et donc nous étions éplorés, bien sûr, de la nouvelle. Déjà de savoir qu'il ne pourrait plus venir nous chercher, que ce projet était à l'eau, mais enfin nous étions encore dans ce centre. Et donc est arrivé ce 21 juillet où on est venu nous arrêter. Mais sans cette fatalité, nous n'aurions probablement jamais été déportés, ma petite cousine, mon petit cousin et moi. Voilà. Vous êtes donc à Drancy pendant une dizaine de jours à ne rien faire, à attendre. Oui. Et le 31 juillet, qu'est-ce qui se passe alors? On vient nous chercher. On nous emmène à la gare de Drancy. Et nous partons au chant de la Marseillaise, je m'en rappellerai toujours. Parce que là, il y avait les Allemands, il y avait la police française, il y avait également les Allemands. Et on part à pied jusqu'à la gare de Drancy. Les gens nous voient passer en groupe. Certains sont écœurés, d'autres applaudissent. Vous savez ce que c'est? Je me rappellerai toujours de ce truc-là. On nous a emmenés donc à la gare de Drancy, on nous a mis dans des wagons plombés. Nous avons été enfermés, nous étions une centaine par wagon et hop,
Nous avons voyagé, je ne me rappelle plus, ça s'est passé le 31 juillet, quoi. Hein. Nous avons donc dû arriver le 1er ou le 2 août, je ne me rappelle plus de la durée du trajet, exactement. Et vous arrivez où, alors? Nous arrivons à Auschwitz. Et vous saviez que c'était Auschwitz? Nous l'avons su, nous arrivons à Auschwitz, on voit gare d'Auschwitz, on voit Auschwitz, mais nous ne savions pas à l'époque qu'Auschwitz existait, était un camp de la mort. Hein. Alors ça se passe comment? Vous arrivez à Auschwitz? Nous arrivons, on ouvre les wagons, on nous fait descendre à coups de trique des wagons. Là où dans ces wagons, il y avait des gens, des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des bébés, il y avait de tout. Hein. Nous avons vécu tout ce transport sans pouvoir descendre de ces wagons, à faire nos besoins dans des seaux, sans pouvoir sortir. Hein. Et enfin, c'est inimaginable, quoi. On ne peut pas décrire. Hein. Mais j'ai vu bien pire par la suite encore. Donc nous arrivons là, on nous sépare, les femmes, les hommes, les gens capables, les gens en bonne santé, les gens en moins bonne santé. Moi je suis séparé de ma petite cousine, de mon petit cousin, on me met d'un côté, on met ma petite cousine, mon petit cousin de l'autre. Nous sommes séparés, je ne les ai plus jamais revus. Dès le lendemain, je savais qu'ils étaient partis en fumée parce quand j'étais mélangé avec les anciens déportés qui étaient déjà dans le camp, c'est eux qui m'ont dit, tu vois, cette fumée, c'est tous les déportés qui sont brûlés, qui partent en fumée et qui... Voilà. Alors vous avez donc subi ce qu'on appelle la sélection. La première sélection. Alors comment ça se passe à ce moment-là? On nous passe déjà, on nous tatoue. Ah, vous avez été tatoué? Je suis tatoué, je peux vous montrer mon tatouage. Je suis le numéro B3899, c'est-à-dire B3899, qui est tatoué sur mon bras gauche. Allez, si vous voulez bien le montrer, un instant s'il vous plaît. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là... Excusez, parce que... Je comprends. Petite minute, s'il vous plaît. Nous sommes donc... je peux reprendre si vous voulez. Oui. Nous sommes donc tatoués, tondus sur tout le corps. Vous êtes habillés comment à ce moment-là? On nous met des costumes rayés, le costume du on nous habille avec le costume du déporté, avec le costume rayé, avec le triangle jaune, comment dirais-je, comme vous avez dû en voir tant déjà, hein, ouais, avec immatriculé juif, français, un F. Un triangle avec déportés politiques juifs français, puis voilà, chaque déporté était catégorié dans une catégorie différente, quoi, par le fait. Hein. Et votre numéro figurait aussi sur votre... Mon numéro figurait également là, et sur le côté gauche ou droit, je ne me souviens plus, du pantalon, oui. Vous aviez des chaussures? Comment c'était? Oh, c'était des misérables brodequins, quoi. Hein. C'était... Nous avions une espèce de paire de... C'était même pas des chaussettes, c'était des... à vrai dire, je ne me rappelle plus trop quoi. Hein. Et vous êtes... Alors, vous dormez où? Vous êtes comment? Dans des blocs. Ah bon? Je ne me rappelle plus du numéro du bloc dans lequel j'étais. D'ailleurs, j'ai perdu le numéro du bloc. Certains déportés s'en rappellent. Moi, j'ai complètement perdu le... Et vous étiez uniquement avec des Français? Uniquement ou avec... non, nous étions mélangés. Hein. Il y avait des déportés... français, il y avait des déportés polonais, il y avait des déportés de toutes les nationalités, il y avait des déportés de droit commun, il y avait des déportés pour mœurs. Chaque déporté avait... dans la même baraque, dans le même bloc. Dans la même baraque. Il y avait des capots, il y avait des Vorarbeiter, il y avait des... Qu'est-ce que c'était les capots? Les capots, c'était ceux qui nous commandaient dans les commandos. C'était quoi, des Allemands? C'était pas des Allemands. C'était des déportés qui avaient bien voulu assumer cette tâche parce qu'eux, ils ne faisaient jamais rien eux-mêmes. Ils le faisaient faire par ceux qui voulaient bien le faire. Qui, pour une gamelle de plus ou un truc comme ça, vous savez, il y avait beaucoup de droits communs, hein, il y avait des Vorarbeiter, c'était pareil. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle les Vorarbeiter? C'était un petit peu pareil, c'était les chefs de travail, quoi. Hein.
Ah d'accord, ceux qui distribuaient le travail. Voilà. Et qui étaient des déportés eux-mêmes. Qui étaient également des déportés. Et alors comment on vit dans cette baraque, dans ce bloc? Ben, on vit mal. On vit mal. Il y a un lit, il y a des lits à étages, hein, à 3 étages, si je me rappelle bien. Il y en a, moi j'étais au milieu d'un lit. À l'époque, j'avais réussi à rester avec un des déportés qui avait été déporté en même temps que moi du centre de l'UGIF, qui s'appelait Bernard Rosa, qui avait quelques années de plus que moi, et j'avais réussi à rester avec lui, et nous vivions pratiquement ensemble. Et donc nous étions liés, quoi, solidaires l'un de l'autre à l'époque. Et un jour, malheureusement, il a été sélectionné, il est passé dans une sélection où je ne l'ai plus jamais revu. J'ai eu la chance de passer à travers. Mais quand nous arrivons au camp, nous sommes tous donc dépouillés de nos habits, dépouillés, rasés, immatriculés, tatoués, ceux qui avaient des dents en or, ceux qui avaient des chevalières, ceux qui avaient des bijoux, tout ça, ils étaient raflés, ils étaient... par la suite, je l'ai vu à la libération des camps, j'ai vu ce qu'il en advenait, ils regroupaient ça dans des immenses baraquements, et bon, c'était pour eux, quoi. Hein. Et alors donc, vous allez avoir... Je suis affecté à un travail. Voilà, alors en quoi consiste? Vous êtes quoi alors là? Je suis Strassenbau. Je suis affecté à un commando de Strassenbau, c'est-à-dire terrassier. Donc vous faites les routes, là, je fais les routes avec la pelle, la pioche, la brouette, les cailloux. Je ne vous parle pas de ce que c'est. C'est indescriptible, quoi. Hein. Il faut pas lâcher la brouette, il ne faut pas plier sous le poids, il faut faire ce qu'il y a à faire, parce qu'autrement, vous êtes schlingué, comme on dit, quoi. Hein. Est-ce que c'est un travail utile que vous pensez? Ah, ben, c'était utile pour eux, bien sûr. On construisait des routes, hein. C'était utile pour eux. Des routes pour faire quoi? Pour le transport, pour un tas de choses, quoi. Hein. À l'intérieur du camp ou Non, à l'extérieur du camp. Ah, nous sortions tous les jours en commando, au son de la musique, bien entendu, parce que nous partions en musique avec le Mutsen, c'est derrière le chapeau. Il fallait qu'on marche au pas. Mutsenap, quand on passait devant les SS avec leur grand képi. S'il y en avait un qui ne marchait pas en droit, il se faisait schlinguer, quoi. Hein. Il fallait marcher au pas, hein, absolument. Qu'est-ce que ça signifie, il se faisait schlinguer? Bah, il se faisait taper dessus, quoi. Hein. Il prenait des coups, des gifles ou des coups de schlag, des coups de cravache, quoi. Hein. Bien sûr, il fallait pas plier sous le poids, il fallait tout faire. Et ça, c'est un travail que vous avez fait pendant quasiment tout le temps? Pas tout le temps. J'ai eu de la veine dans mon malheur, comme on dit. J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Parce que, comment je peux raconter normalement, un jour, au réveil, au lieu de partir en commando, on nous a mis en rang, donc nous faisions l'appel avant de partir. En quoi ça consistait, l'appel? L'appel, nous étions regroupés dehors par tous les temps, à savoir, c'était matin et soir, savoir s'il manquait personne. Hein. Et les appels, c'était des appels qui étaient, surtout le soir, qui étaient des fois interminables. Si vous aviez envie d'uriner ou quoi que ce soit, il ne fallait pas bouger, il fallait pas bouger, il fallait attendre la fin. Et des fois, ils faisaient même semblant de ne pas retrouver pour recommencer, pour retrouver. Il fallait répondre à nos numéros matricules, quoi. Hein. Ah, on ne vous appelait pas par votre nom? Ah non. Moi, quand on disait B83996, il fallait que je dise ya. Hein, me dire que j'étais présent, quoi. Hein. Donc un jour, nous avons été réunis et j'ai été mis de côté pour, je ne savais pas quoi à l'époque. Je ne savais pas pourquoi, on a été mis de côté une dizaine, et on s'est dit, bon, bah, c'est la fin. Maintenant, c'est notre tour. Et nous partions résignés, nous ne savions que faire. Hein. C'était impossible, vous ne pouviez rien faire. Premièrement, nous étions trop affaiblis. Nous ne pouvions absolument rien faire. Il n'y avait pas de possibilité de s'évader, il n'y avait rien. C'était... enfin, je ne peux pas décrire, c'est trop difficile, trop dur. Racontez. Trop dur.
Enfin, nous avons été mis de côté, et là, on s'est dit, bon, bah, c'est la fin pour nous. Et en fait, ils nous ont mis des pelles et des pioches dans les mains, et des brouettes. On a dit, bon, ben, si on nous met des outils dans les mains, c'est pas pour aller au four crématoire, c'est pas pour aller à la chambre à gaz, ni quoi que ce soit, c'est pour aller travailler. Effectivement, ils nous ont emmenés dans un commando extérieur qui se trouvait à environ 3-4 km du camp, et qui s'appelait Hygieninstitut SS und Polizei, où il y avait des travaux à faire dans l'intérieur du camp. Et dans ce camp, il y avait des SS, il y avait des déportés qui travaillaient, des savants, des docteurs, un tas de choses. Mais je l'ai su par la suite qu'ils ne faisaient rien pas de trucs sur des cobayes humains ni quoi que ce soit. Là, c'était uniquement, ils analysaient les aliments, ils fabriquaient de l'ersatz, ils faisaient un tas de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est l'ersatz? L'ersatz, c'est des imitations, pour la nourriture. De nourriture, un tas de choses. C'est ce qui se passait dans ce commando. Et donc, j'ai travaillé, on m'a affecté, on m'a mis dans un endroit où il fallait que je remette des cailloux, que je rebouche des trous. Et j'étais là, tout seul. Passe un Obersturmführer, un gars donc avec un SS, ni plus ni moins. Il me regarde. Bon, ben moi, je ne le regarde pas. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là, was machst du nicht? À l'époque, j'arrivais à comprendre l'allemand, maintenant, bien sûr. Je lui explique vaguement que, je lui montre des portées à Jude qui fait. Alors, il me dit, quel âge as-tu? Alors, je lui dis, alors il hoche la tête comme ça. J'ai senti que cet homme n'arrivait pas à comprendre. Il lui est passé certainement quelque chose dans la tête, je ne sais pas quoi. Peut-être un sentiment d'humanité, je ne sais pas. Il m'a dit, tu viens avec moi à mon bureau. Il m'emmène, il me dit, tu vois qu'il fait... alors il me demande, qu'est-ce que tu fais? En allemand, on arrivait à se comprendre en parlant, qu'est-ce que tu faisais Je lui explique que mes parents étaient déjà déportés, que je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus, que moi j'avais été déporté à mon tour, que j'étais dans un centre d'enfants, où j'apprenais le métier de menuisier. Je lui explique vaguement tout ça. Alors il me dit, ich habe einen Tischler. J'ai un menuisier, ich habe einen Tischler, ich habe einen Tailleur. Jude, Berlin, von Berlin. Il m'explique qu'il travaillait pour son compte, un juif, menuisier, juif berlinois, et un tailleur berlinois qui travaillait pour lui. Qui n'était pas trop malheureux, il l'avait affecté à son commando, à leur commando, et donc il faisait des travaux pour eux, pour leur compte personnel, voyez-vous. Il me dit, si tu veux, je te fais rentrer dans ce commando. Tu travailleras avec ce juif berlinois qui travaille pour moi. Je ne te force pas. Il m'a dit, c'est toi qui décides. Alors j'ai dit, j'avais rien à perdre. Il m'a affecté à ce commando, et donc je partais en commando tous les matins là. Je travaillais dans ce commando, donc j'étais dans une salle, je travaillais avec ce vieux berlinois dont je ne me rappelle plus de nom. Il me faisait scier des bouts de bois, il me faisait raboter la varlope. Bon, c'était pas trop dur, hein. J'étais pas martyrisé. Et en plus, j'avais une nourriture convenable. Ils me donnaient leur nourriture à eux. Donc, j'étais pas trop malheureux. Ça a duré environ un bon mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je ne pourrais plus dire exactement combien de temps ça a duré. Hein. Mais c'est probablement ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Parce que ce qui m'est arrivé par la suite est absolument infernal, quoi. Et tous les jours, vous retourniez dans votre bloc? Ah, bien sûr. Et il y avait toujours ces appels et ces choses. Toujours ces appels, mais enfin, dans ce commando, c'était moins dur que de faire le métier de terrassier. Hein, et de casser des cailloux, de transporter des brouettes pleines à craquer, et un tas de choses comme ça. Et donc, j'allais dans ce commando, je rentrais le soir, j'arrivais même à ramener de la soupe, la distribution de soupe normale du camp, j'arrivais à la ramener, à la donner à mes copains. Hein, pendant un certain temps, je la planquais sous mes vareuses.
Et donc j'ai réussi pendant un certain temps à ne pas être trop malheureux, disons. Ça a dû durer environ 1 mois et demi, 2 mois. C'était avant ce fameux 18 janvier 1945 dont je vais vous parler bientôt. Alors là, nous sommes encore en 45. Nous sommes en 44. Entre pardon. 44 et 45, voilà. Donc je suis arrivé donc le 31 juillet, le 2 août environ à Auschwitz. Donc pendant 5 mois, 6 mois. 5-6 mois, j'ai travaillé comme terrassier. Et ensuite à la menuiserie. Et ensuite dans Institut spécialisé. Dans cette espèce d'hygiène institut. Voilà. Alors là, nous arrivons au moment difficile. Au moment très difficile. Alors vous allez nous raconter. On arrive donc, c'est l'hiver 44-45. C'est l'hiver 44-45. Un hiver extrêmement rigoureux. Vous savez où se trouvait Auschwitz. Sur la carte, sur les cartes, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire dans quelle région ça se trouvait. Hein. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Ça se trouvait en les Hautes-Silésie, du côté de Cracovie, enfin je ne sais plus exactement, dans les coins là, quoi. Hein. Et c'était très très dur, donc cet hiver était particulièrement dur. Hein. On voyait même dans les blocs, quand on arrivait, des chanats, les glaçons descendaient jusqu'au sol. Hein. Tellement il a fait froid. Tellement il a fait froid. Hein. Et nous savions que nous entendions le canon. Alors là, on est en janvier ou en décembre? Nous sommes en janvier. En janvier 45. Nous sommes en début janvier 45. Nous savons que la guerre n'est pas loin. Nous savons que la guerre n'est pas loin. Mais nous entendons le canon au loin. Nous savons, puis nous avons quelques petites informations. Quand même, je ne sais pas par quel miracle nous arrivons à avoir quelques petites informations. Mais nous entendons le canon. Et le 18 janvier, ils nous évacuent tous des blocs à coups de schlag. On nous met dans des wagons découverts. Non, même pas. Non, c'est pas que je dise pas de bêtises. Je vous prierai de couper ce passage parce que c'est pas l'ordre chronologique. Hein. Là, en ce moment, je suis tellement ému que que je mélange tout. Hein. Voyez-vous. Bon, je reprends un petit peu mon souffle là. Donc, ce 18 janvier arrive. On nous emmène. On nous évacue des blocs. On nous évacue des blocs. Tous les blocs sont évacués. On nous met sur les routes et il y a des colonnes interminables de déportés qui marchent. Nous sommes, je ne pourrais pas dire le nombre de déportés, mais c'était une véritable vague humaine de flux et de reflux au fur et à mesure que les gens devant arrêtaient, les gens derrière arrêtaient, c'était épouvantable. À pied, alors? À pied. Ah Nous bon? avons marché pendant 2 jours à pied, 2 jours dans la neige jusqu'aux chevilles. Hein. Le premier qui tombait, soit de fatigue, soit de s'écroulait pour une raison ou pour une autre, prenait une balle dans la tête. C'était un véritable enfer. Les balles sifflaient autour de nous. Là. Il y a eu je ne sais combien de morts. C'était une véritable marche de la mort. C'était atroce. Je ne sais pas comment j'ai pu en sortir. Hein. Je me suis même vu à dormir debout. J'ai dormi debout. Je me suis vu dormir et me réveiller en sursaut parce que si je tombais, je prenais une balle. Ensuite, nous sommes arrivés, au bout de 2 jours, dans un camp qui s'appelait Gross-Rosen, qui est sur les cartes, je ne sais plus à combien il est situé d'Auschwitz, il est à une bonne centaine de kilomètres. Donc nous avons marché pendant 2 jours, 2 nuits, avec très peu d'arrêts. La fatigue en a fait tomber plein et qui de toute façon qui ne restait pas en vie, parce que s'il n'était pas mort d'épuisement, il prenait une balle. Hein. Je vous l'ai déjà dit. On liquidait les gens qui tombaient. On liquidait les gens qui tombaient, voilà. Et donc, nous sommes arrivés dans ce camp de Gross-Rosen, on nous a mis dans des baraques, où nous sommes restés 2 jours sur du fumier, à même le sol, sur du fumier, sans pouvoir bouger.
Nous sommes restés 2 jours et 2 nuits sans bouger. Nous ne savions pas ce qu'on allait faire de nous et nous sommes restés 2 jours en transit. Nous étions là, nous faisions nos besoins sous nous. Il n'était pas question de sortir. Il n'était pas question de pouvoir bouger. Enfin, bouger, je me comprends, de faire un mouvement. Hein. Après ces 2 jours, nous sommes donc arrivés, nous étions donc le 18, 19, 20, c'est donc le 21. Le 21 janvier 45, ça doit être le 21, ça ne peut pas être autrement. Le 21 janvier 45, on nous a donc évacués de ces blocs, de ce camp de Grosse-Rosen, et on nous a mis dans des wagons découverts, des plateformes, des véritables plateformes, avec des ridelles tout autour. 100 par wagon, les uns sur les autres, plein hiver. Il faisait peut-être, je sais pas, moins 15, moins 20, peut-être plus, peut-être davantage encore. Et debout, là, debout. Debout, couché, on s'arrangeait, on essayait de se mettre comme on peut, on se blottissait les uns contre les autres pour se réchauffer. J'ai beaucoup de chance d'avoir été dans les plus jeunes parce qu'il y avait quand même beaucoup de solidarité. Et je me souviens des vieux qui me frottaient les mains, qui me frottaient les pieds pour que je n'ai pas les pieds et les mains gelés. Il en est mort des quantités inimaginables. À un moment donné, nous sommes restés 6 jours et 6 nuits dans ces wagons, sans manger, sans boire. Nous n'avons pas absorbé la moindre nourriture ni la moindre boisson pendant 6 jours et 6 nuits, dans ces wagons. Alors les gens tombaient comme des mouches. Comme des mouches. Lorsque nous sommes arrivés au camp de Buchenwald, parce que nous sommes arrivés à Buchenwald, au bout de ces 6 jours et ces 6 nuits de transport, dans des conditions épouvantables, nous dormions sur les morts, nous dormions sur les cadavres. On ne peut pas dire, nous étions environ 100, il y avait plus de 50 cadavres par wagon. Quoi. C'était clair, c'était clair. On ne peut pas les compter, mais on nous a donc sortis de ces wagons, et on nous a encore laissés dans la neige, on nous a quand même donné des couvertures, et nous sommes restés toute la nuit dehors. Dans le camp de Buchenwald. Dans le camp de Buchenwald, et tout dans la neige, et ensuite, le lendemain, ils nous ont placés dans des baraquements. Ils nous ont mis dans des baraquements. Donc, je me suis trouvé dans un baraquement. Nous sommes donc fin janvier, et jusqu'au 11 avril. Dans ce camp de Buchenwald, 11 avril, le jour de notre libération. Et qu'avez-vous fait dans ce camp de Buchenwald Rien. de janvier Nous ne faisions rien. Nous ne faisions rien. Il n'y avait pas de travail. Les gens, ils en éliminaient, ils en réintroduisaient. C'était la maladie, c'était les diarrhées. Nous passions des journées à évacuer. Nous ne faisions rien. Ou très peu de choses, quoi. On nous faisait faire quelques petits travaux. Et bon, mais ils ne pouvaient pas éliminer tout le monde. Il y avait trop de monde. On vous nourrissait, là? On nous nourrissait relativement peu. Hein. Déjà à Auschwitz, quand nous étions à Auschwitz, pour travailler, nous avions un morceau de pain, un bout de margarine et 1 litre de soupe par jour. C'était tout. Et là, c'était à peu près la même chose. Hein. Mais enfin, là, nous ne travaillions pas, mais c'était épouvantable, parce que nous couchions dans des baraques, superposées les unes. C'était des véritables cages à lapins, où nous étions 6 à coucher sur le côté. Quand nous voulions nous retourner la nuit pour la fatigue, il fallait qu'on se conjugue tous ensemble pour le faire, parce qu'autrement, un seul n'aurait pas pu bouger, c'était pas possible. Nous étions serrés comme des véritables sardines. C'était atroce, quoi. Et bon, nous étions dans ce camp. Et donc est arrivé la fin, le mois d'avril. Au mois d'avril, nous entendions de nouveau le canon, qui se rapprochait, parce que là, c'était... nous savions que le débarquement avait eu lieu. Nous avons été informés que le débarquement avait eu lieu, que les troupes alliées avançaient. Et là, nous ne pouvions pas l'ignorer parce que nous entendions le canon qui se rapprochait tous les jours. Et un jour, ils nous ont prévenus qu'ils allaient nous évacuer. Donc ça devait être environ vers le 16 avril, environ. Puisque nous avons été libérés le 11 avril, vers le 9 avril ou le 9 ou 10 avril, oui.
ils nous ont dit on va vous évacuer. Voilà, on va vous évacuer à nouveau, on va vous emmener sur les routes. Alors j'étais là, je dis c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir survivre à une nouvelle marche, c'est impossible. J'étais dans un état d'épuisement total. Je couchais au dernier étage avec deux jeunes, à peu près de mon âge, un peu plus âgés que moi. J'ai malheureusement oublié leur nom, c'est quelque chose d'atroce de perdre des noms comme ça. Et nous sommes dit non, il n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme nous couchions au dernier étage, nous étions sous le plafond. Et il y avait des frises, c'était des frises. Nous avons réussi à défaire quelques frises, à nous blottir dans la charpente, hein, et à remettre les frises au-dessus de nous, à les remettre. Et nous nous sommes planqués tous les trois dans cette charpente. Nous avons entendu du bruit, nous avons entendu l'évacuation du camp, du bloc, et nous n'avons plus entendu le moindre bruit, et nous avons attendu. Nous avons attendu, puis d'un seul coup, on a entendu des pas dans la salle, et ils se sont probablement aperçus qu'il y avait des lattes qui étaient disjointes en haut, quelque chose de pas très normal à leurs yeux. Nous avions bien réussi à remettre ces lattes, et ils les ont défaites, et avec des lampes de poche, ils ont venu fouiller toute la charpente. Ils ont fouillé, nous étions tapis, véritablement comme des bêtes, à ne pas respirer, c'est le cas de le dire. Hein. Je suis resté dans cette position-là, nous sommes restés là jusqu'à ce qu'ils ne nous voient pas, ils sont partis. Nous n'avons plus rien entendu.